Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de Daron, le podcast où je donne chaque premier et troisième lundi de chaque mois la parole à un père pour parler de sa paternité. Je suis Fabrice Florent, je suis le fondateur de Mademoiselle, que j'ai aujourd'hui cédé et quitté après 15 ans de bons et loyaux services. Je suis aussi l'hôte de deux autres podcasts, Histoire de succès, où j'interviewe des personnalités inspirées et inspirantes, et Histoire de mecs, où j'interviewe des mecs à propos de leur masculinité. Cette semaine, je reçois JP, Jean-Philippe, qui nous offre le témoignage rare d'un homme dont la femme a subi une IMG, autrement dit une interruption médicale de grossesse. JP nous raconte comment il a vécu en tant que père cette déchirure pour le futur papa qu'il était et comment ils ont également géré ce deuil en tant que couple. Comment, s'il n'a pas vécu cette IMG dans son corps et dans sa chair comme sa compagne, il a dû se reconstruire émotionnellement. D'ailleurs, vous l'entendrez, cette émotion très palpable dans la voix de JP, alors que pourtant cette histoire date d'il y a plusieurs années. Et comme il le dit lui-même, c'est la première fois qu'il parlait de toute cette histoire à quelqu'un. Un immense merci à lui donc pour cette confiance qu'il m'a offerte. On parle également de la grossesse et l'appréhension forcément qui va amener à la naissance de leur premier fils, puis de l'arrivée de leur deuxième fiston. Vous l'entendrez à ce moment-là, JP a retrouvé de la joie et du sourire dans sa voix. Encore merci à Jean-Philippe, on parle beaucoup trop peu de la façon dont les futurs pères vivent ces drames de la vie. Tu disais que t'étais stressé. Ouais. Ouais, je commence comme ça, je suis désolé. Non, mais vas-y, t'as raison. Bah, on est dans l'intime, hein, quand même. Donc, il y a ça. Et puis, je suis pas, je suis pas toujours à raconter ma vie, à prendre la parole sur ces sujets-là, même si là, j'ai très, très envie de le faire. Mais voilà, c'est pas... Est-ce que je t'ai un peu pris de court, en fait, parce que, pour resituer un petit peu, comment s'est passée cette rencontre? Tu m'as envoyé un mail il y a quelques temps, il y a même 1 an et demi, je crois, c'est ça? 1 an et demi, je pense. Pour te dire juste merci, en fait, au début. Ouais, et en fait, c'est fou parce que je l'ai zappé, je l'ai pas lu. J'étais sans doute occupé sur autre chose, et sur le moment, en fait, je l'ai pas capté. Et donc, j'ai lancé un sondage, ou une enquête, tu vois, pour demander aux gens... qui êtes-vous, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous écoutez, et dedans il y a une question sur quels invités vous voudriez avoir, et en fait t'as mis moi et t'as mis ton nom en disant je t'ai écrit il y a quelques temps et tout. Je suis allé chercher, j'ai fait ok, qui est ce gars et tout, putain je lis ton premier mail, je fais waouh, trop bien quoi. Je te dis bah viens si tu veux, et j'ai un peu la sensation que tu m'as répondu en me disant ah, donc ok, en fait on est déjà en train de partir du principe qu'on va enregistrer ensemble. Je crois que c'est exactement ça. Je suis spontané comme gars, tu vois. Ouais. Et moi pas, donc... Shit. Mais ça va, t'es quand même content de venir. Ah, super content. Ouais. Non, mais super content. Non, je le suis pas, mais je travaille sur le sujet, donc... Non, je suis pas mal réfléchi et tout, donc c'était... J'étais surpris. Je pense que je sais pas à quelle heure j'ai répondu à ton sondage, mais à mon avis, c'était genre après une tétée en pleine nuit. Il devait être 2h, 3h du mat. Et du coup, je me suis dit, allez, j'ai dit moi, parce que pourquoi pas. Parce que voilà, je me suis souvent dit, en écrivant mon bouquin et tout, qu'un jour je présenterai chez Histoire de Daron. Je sais pas pourquoi, mais... Tu viens de dire que tu avais écrit un bouquin. Mais déjà, rien que ça, tu vois, c'est un peu particulier. Parce que tu sais, on a des gens qui nous écoutent aussi. Et là, Ah oui, tu as raison. Oui, il est dans un tiroir de ma table de nuit, c'est tout. Mais t'as écrit un livre sur ton histoire, dont on va parler pendant 1 heure et quelques. Tout à fait. Mais donc tout ça pour dire, s'il n'avait pas été 3h du matin, j'aurais sans doute pas mis moi, parce que voilà, je t'avais pas écrit il y a 1 an et demi pour ça d'ailleurs. Je t'avais juste écrit. Tu m'avais juste dit merci, c'est ton mail. Ouais, super merci, beau. ton podcast est cool et il m'a fait du bien au début de ma paternité, donc voilà. T'as dit un truc très beau, t'as dit à chaque fois que j'écoute un de tes épisodes, je deviens un peu plus père. Je suis waouh, vraiment ça c'est classe quoi. Je suis pas à l'écrit, je suis pas mal. Hein. Mais non, mais parce que c'est vrai, parce que tu sais, il y a toujours des petits bouts. Quand t'écoutes un podcast, là en venant, je suis venu en voiture là avec le Covid et le bébé, j'évite le métro, mais j'écoutais Papatriarcat, celui de Cédric, quoi. Ouais, Cédric, voilà. Et en fait, il y a toujours un ou deux petits bouts chez chaque papa où tu te dis ah bah ouais, c'est ça. C'est ça pose un peu je sais pas, un truc un peu, ça valide un peu un truc que t'avais dans la tête, que t'avais pas forcément encore digéré ou compris, et tu dis ah bah ouais c'est ça. Et ouais, je trouve dans chaque épisode il y
il y a un petit truc, ouais. Bon, c'est trop bien. On n'a pas dit, mais tu t'appelles JP. Ouais, c'est ça. Je sais même pas si tu t'appelles Jean-Philippe. Ouais, JP, c'est très bien. JP partout. Je pense que 75% des gens qui m'appellent JP ne savent pas à quoi ça correspond. Mais ça va. C'est peut-être Jean-Patrick, tu vois. Ouais. Non, ouais, ou alors c'est Jean-Patrick, mais je dis Jean-Philippe parce que c'est moins pire. T'as quel âge ? 32. D'accord. Et t'es papa ? De 2 petits garçons. Pour 2 fois. Ouais, 2 fois. Voilà. Et donc, est-ce que tu veux qu'on parle de ce que tu fais dans la vie ? Parce qu'on en a parlé un petit peu avant, ou on peut. Ça fait partie de ton histoire ou pas, tu penses ? Tout, hein. Tout fait fait partie de l'histoire. Ouais. Tu disais que tu bossais dans l'industrie pharmaceutique. Exactement. Okay. Je fais du marketing dans l'industrie pharmaceutique à l'heure des vaccins qui sont retirés. Bon. Ok. Donc quand même de plus. Non, je t'ai dit tout à l'heure, un beau métier passion. Voilà, je pense que ça résume bien mon parcours. On refera le lien avec l'écriture peut-être plus tard, si tu veux. On peut. La première question que je pose à tous mes invités, c'est comment t'as voulu devenir papa, toi, dans ta vie ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je crois que c'est là. Déjà, c'est là depuis, à mon avis, depuis toujours. Parce que je suis dans un cadre familial et culturel où c'est comme ça un peu, tu sais, c'est un peu la norme peut-être. Et puis je crois aussi que c'est lié un peu à ma personnalité, que j'aime. J'ai toujours aimé transmettre, même petit. Je suis petit frère, j'ai pas été grand frère, mais je pense que j'aurais adoré avoir un petit frère ou une petite sœur. Et je jouais un peu ce rôle-là avec un de mes cousins, par exemple. J'ai toujours été dans la transmission. Là, je commence dans mon job à l'être. Et pour le coup, c'est peut-être une des premières fois de ma vie où je m'éclate vraiment dans ce que je fais. Parce que tu veux dire que tu deviens manager, c'est ça, c'est ça. Je me dégage un peu de tout ce qui est opérationnel et tout pour m'occuper des gens. Et essayer de les coacher, de leur faire prendre du recul et tout. Et c'est un exercice que j'aime bien. Et donc, la paternité, je le voyais un peu comme ça. Voilà. Donc, c'est là depuis toujours. Et après, c'est arrivé surtout par ma femme au départ. Il y a des papas qui disent moi je voulais avant elle. Moi je voulais depuis toujours, mais dans ma vie je suis pas toujours. Disons qu'elle a souvent tiré sur plein de sujets. Ouais. Tirer dans quel sens ? Elle est prête plus vite que moi. Ouais. Donc elle tire, je freine, elle tire, je freine, et puis on trouve des compromis au milieu. Et voilà. Donc tu veux dire que ça s'est passé comment ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle s'est dit ok, maintenant c'est le moment. Ouais. Moi je veux y aller. Et toi, où est-ce que t'en es ? C'est ça ? Ouais, c'est ça. Ouais. Et t'as résisté un peu au départ ? Et un peu, ouais, au départ, j'ai oui, un peu. En fait, ça s'est passé un peu comme pour le mariage. Au début, c'est elle qui poussait un peu. Moi, c'est un truc pareil, le mariage, j'en avais toujours eu envie. Mais en fait, je me sens jamais vraiment prêt pour les trucs, quoi. Et donc, il y a un moment, heureusement qu'elle est là, parce que sinon, je serais encore sur. Qu'est-ce qui fait que les mecs, on est aussi mous Non mais tu vois, je trouve qu'il y a un truc aussi chez les meufs qui ont envie de cocher des cases, tu vois, d'avancer dans leur vie, etc. Et souvent, alors après c'est des généralités, tu vois, donc je veux pas non plus tomber là-dedans, mais il y a vraiment ce truc où j'ai l'impression que c'est souvent dans les récits que j'entends, les femmes qui tirent vers l'avant, quoi, tu vois. Ouais. Là où nous on resterait des années sur notre canapé à jouer à FIFA en buvant des bières. C'est toi qui le dis. Quoi ? Mais oui. Ouais, ça pourrait ressembler à ça à plein temps. Hein. Mais non, je sais pas. J'ai pas la réponse, honnêtement, j'ai pas la réponse. Même pour toi, tu l'as pas ? Pour moi, moi j'ai peut-être aussi un profil où tu sais, pour se projeter sur des étapes, on a peut-être besoin de valider ce qui s'est passé avant, de tourner des pages. Moi, j'ai attention, à mon avis, beaucoup de comparaisons avec la littérature, mais moi, j'ai un peu l'impression que mon livre, pendant longtemps, que le livre de ma vie, il était ouvert à toutes les pages. Tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je ferme pas les pages. Okay. Je suis toujours un pied de. Je rêve beaucoup ma vie, je fais beaucoup de projections, etc. Et puis je suis beaucoup dans la nostalgie aussi de mes années d'enfance,
mon adolescence, de mes années d'étudiant à la fac, etc. Et j'ai parfois un peu du mal à tourner les pages. Donc pour moi, c'est peut-être un peu ça. Parce que pour le coup, la paternité, c'est une page qui se tourne. Grosse page tournée. Ouais, c'est une page qui se tourne et voire même un livre, un chapitre, on jette un peu. roman. Voilà, tu prends un bouquin, tu le jettes à la poubelle, t'en ouvres un autre et ça fait un enfant. Ok. Ouais. Ok. Ouais, et de ce fait-là, forcément, c'était un peu compliqué pour toi de te dire, ok, prendre une décision comme se marier, ça veut dire mettre de côté tout l'aspect de ma vie de célibataire, quoi, tu vois, par exemple. Exactement. Non, mais c'est ça, c'est complètement ça. Ok. Et donc, heureusement qu'elle est là, parce qu'à chaque fois, elle me tire, elle me fait passer les étapes. Donc, Et t'es serein aujourd'hui avec ça, sur le fait que justement, elle te tire et que toi, tu... Ouais, absolument. Okay. En fait, je pense que je me suis toujours entouré dans ma vie de gens comme ça. Je vois mes meilleurs potes, en général, c'est plutôt des gens comme ça. Elle est, la femme de ma vie, elle est comme ça. Donc je pense que ça c'est inconscient, c'est un truc que j'ai peut-être réalisé un peu plus tard, mais je m'entoure de gens qui sont beaucoup plus entreprenants et dans l'action que moi. Voilà. Ok. Comment se passe comment tu découvres que t'es papa? Comment je découvre? Alors, que tu vas être papa. Ouais, que je vais être papa. Donc on a décidé qu'on se lançait. Ça fait ça a marché assez vite en fait pour nous. Un samedi matin, je me réveille et elle m'avait mis un mot. Elle m'avait mis une enveloppe dans la cuisine. En fait, il y a eu plusieurs annonces, donc parfois je les confonds un petit peu, mais elle m'avait mis une enveloppe dans la cuisine et j'ouvre et il y avait écrit prêt pour une nouvelle aventure. Et moi je me suis dit ok, mais on mène un week-end surprise quelque part ou on fait un voyage, un truc comme ça. J'avais pas du tout compris. En fait, c'est en la regardant, j'ai vu qu'elle avait les larmes aux yeux et je me suis dit wow. Et là j'ai compris, voilà. Ok. Et comment tu te sens toi? On va parler de toi. Ouais. Ok. C'est le concept. Très. Hyper ému, hein. J'ai pleuré tout de suite, enfin peut-être pas tout de suite, mais très vite. C'est tout de suite dans la projection en fait. La projection, je pense qu'on va en reparler, mais la projection un peu du petit bébé, du petit garçon, de la petite fille qui saute sur les genoux de son papa en riant et très ému, voilà. Ok. Ouais. Comment se passe cette grossesse? Ça démarre normalement. Après, Sophie, elle est donc Sophie, ma femme. Ouais. Elle est un peu un peu en mode stressé avec la santé. Bon, elle a une histoire personnelle de famille et tout qui fait que elle a des raisons de l'être sans doute, mais donc moi j'ai toujours eu un peu le rôle de celui qui la rassure, qui lui dit que tout va bien se passer et tout. Et au début, ça se passe bien jusqu'à l'écho des 3 mois, en fait. La première écho officielle, voilà. Et là, ça part un peu en sucette. Tu veux faire une pause ? Fais une pause. Faut que je souffle un peu. Vas-y, souffle. C'est la première fois que t'en parles ? Je pense que, j'imagine que de tout ce que je vais être amené à dire, je serai jamais rentré autant dans le détail, parce que bon, tu vas un peu me cuisiner aussi sur comment moi je l'ai vécu surtout et. Si t'as pas envie, tu vois, moi j'ai envie vraiment de porter hein. ça parce que c'est justement la vision du papa dans ces épreuves-là. C'est ça qui m'intéresse. Non, la vision de la maman m'intéresse aussi, mais c'est ça que je peux témoigner parce que c'est ce que je connais. Oui. Et je crois pas qu'on en ait beaucoup entendu. Des témoignages de pères qui nous parlent. Ouais, je sais pas. Donc on est à l'écho des 3 mois et assez vite en fait on sent que ça sent pas bon parce que voilà il y a les deux sages-femmes laissent des gros silences. À l'écran on voit un petit bébé. Alors moi j'avais sûrement déjà vu des échos de bébés de 3 mois mais sans prêter trop attention parce que c'était pas le mien. Et là on voit un petit bébé avec une grosse masse noire au milieu du corps. Donc comme s'il y avait un gros trou dans son ventre. Voilà, il y avait le contour mais il n'y avait pas à l'intérieur, il y avait rien.
Donc moi je vois ça, je m'inquiète pas, je me dis bon bah ça doit être normal, c'est normal. Et puis le silence, c'est pesant. Je vois une des 2 sages-femmes qui se planque derrière sa collègue, cause pas trop nous regarder. Je sens la main de Sophie qui serre la mienne de plus en plus fort. Et oui, parce que elle à ce moment-là aussi, elle ressent un truc. Elle sent la même chose que moi. Ouais. Et puis bah écoutez, il va falloir qu'on fasse venir un médecin parce que voilà, on a des questions à lui poser. Un gros blanc. Mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Pas trop de réponses. Bah, il y a quelque chose qu'on doit vérifier. Et puis elle sort de la pièce. Et limite, on sent le soulagement quand elle ferme la porte, quoi. Et donc on se retrouve tous les 2 là. Sophie elle panique, elle fait en larmes. Moi, je prends mon rôle habituel de mais non, ça va. En fait, j'en sais rien du tout. Et quand ils reviennent, c'est un médecin qui revient et qui nous dit assez vite, écoutez, il y a alors je sais pas comment il faut appeler ça, un syndrome sur votre petit bébé qui s'appelle le syndrome de la mégavessie. En plus le nom, super quoi. Et donc il a ce petit bébé a une vessie qui est beaucoup trop grosse, démesurée par rapport, qui prend tout l'espace à l'intérieur de son abdomen et qui vraisemblablement, si ça continue, va empêcher le développement du reste de l'organisme. Voilà, et en particulier de l'appareil respiratoire et rénal. Donc voilà, elle nous dit ça. Un médecin comme il y en a beaucoup comme il y en a beaucoup, il n'y a pas que ça, mais en tout cas comme on en a beaucoup vu beaucoup croisé lors de cette expérience, avec un niveau d'empathie assez faible, qui balance ça comme ça, et qui finit en nous disant bon, il faut qu'on fasse une biopsie du trophoblast, donc il faut qu'on aille piquer à l'intérieur du ventre, quoi, pour comprendre la cause de ça, parce qu'il faut qu'on sache pour de futures grossesses si ça va se reproduire. Ouais, donc. Et donc là, bon, moi j'ai pris dans ma tête, je me dis mais futures grossesses, pourquoi elle dit ça? C'est, il y a un bébé quoi dans le ventre là de ma femme, il est là et donc tout doucement, pas tout doucement, par ce genre de phrase assez brutale, en fait, on nous fait comprendre que ça sent pas bon, quoi. Voilà, que c'est pas définitif, mais que ça sent pas bon. Et donc il faut faire cette biopsie du trophoblast, et on nous précise que dans 1 cas sur 100, c'est fatal pour le bébé parce que je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais que la piqûre peut-être elle peut être mal faite ou j'en sais rien. Donc tu dis aussi s'ils sont ok pour prendre ce niveau de risque, tu vois, 1 chance sur 100, c'est pas anodin, quoi. C'est que vraiment je sais pas, il y a une part de toi qui te dit on n'attend rien de ce bébé, donc bon. Nous on est un peu paumés. Dans ces cas-là, t'as quelqu'un de très affirmatif face à toi, tu sais pas du tout quoi répondre, tu te tournes, on est sorti, on a demandé à prendre l'air parce qu'il fallait qu'on respire un peu, on a appelé la gynéco qui suivait Sophie, mais on n'a pas eu de réponse claire, elle était pas méga calée sur le sujet, c'est un truc un peu rare aussi, donc elle nous a dit faites la biopsie sans doute. Et donc là, t'es paumé, quoi. On est tous les 2 professionnels de santé, mais bon, on n'est pas pointus sur ces sujets-là non plus. Donc, on a pris un peu de temps pour réfléchir, et puis on s'est dit il faut le faire visiblement. On a été, alors après, on a été ballotté un peu toute la journée entre différentes personnes, des sages-femmes, des médecins, etc. Et puis, elle fait la biopsie. On nous explique qu'on aura les résultats d'ici quelques jours, et en attendant, on nous dit rien, en fait. Et sur le coup, comme on a été ballotté de personne en personne, on s'est pas forcément préparé à un moment se retrouver sur le trottoir de l'hôpital, et c'est fini, tu dois rentrer chez toi, mais tu sais pas ce qui t'attend. Et ça s'est passé comme ça, en fait. Voilà, et donc pas de nouvelles pendant plusieurs jours. Comment ça se passe entre vous à ce moment-là? Entre nous, à ce stade, c'est la partie. Alors, je vais pas dire que c'est la partie facile parce que c'est. Mais dans l'interaction entre nous, si, c'est un peu la partie facile parce que
quand tu es un peu au cœur de la tempête, tu t'unis en fait. Tu t'unis. Donc on est là vachement l'un pour l'autre. On a parlé énormément de ce qui s'était passé. On a mobilisé en fait des gens qu'on connaissait autour de nous qui étaient un peu dans ces domaines-là pour avoir plus d'infos parce qu'on se sentait à poil, quoi. Savoir ce qui nous attendait, savoir les décisions peut-être qu'on allait avoir à prendre, etc., etc. On l'a pas précisé, mais en fait, tu as dit tout à l'heure que tu étais professionnel de santé. Tu as dit que tu travaillais dans l'industrie pharmaceutique, mais en fait, tu as avant tout un parcours, enfin vous avez tous les deux d'ailleurs un parcours on est pharmacien. De pharmacien, ouais, voilà. Absolument. Je préfère préciser parce que... Ouais, on est pharmacien et puis on a pas mal de gens dans notre entourage dans le milieu médical, donc on avait un peu de contact et par chance des gens qui étaient pile dans le domaine, qui ont pu nous éclairer un peu, nous aider, surtout nous dire un peu ce qui pouvait se passer. Voilà. Les jours d'après, on s'est beaucoup renseigné. On attend les résultats. On sait qu'on doit revenir à l'hôpital pour avoir les résultats et pour en discuter. Et pour refaire aussi une échographie, parce que ce qu'ils attendaient, c'était de savoir comment allait évoluer cette vessie. Parfois, il peut y avoir des vessies qui sont très grosses au début et puis en fait qui s'arrêtent de progresser et le développement du reste des organes prend le relais, etc. Bon. Donc on attend, on se renseigne énormément sur Internet et en fait commence à émerger la question de si ce bébé n'est pas viable, comment est-ce qu'on va interrompre la grossesse ? Et on est aux 3 mois, donc tu arrives à la limite entre interruption médicale de grossesse par aspiration et accouchement. Voilà. La limite est là et c'est une idée qui fait complètement paniquer Sophie. Parce qu'en fait, est-ce qu'on est bien d'accord qu'il faut qu'il y ait médicalement, il faut qu'il y ait une raison à interrompre médicalement une grossesse, c'est ça ? Oui, absolument. Tu décides pas, toi, en tant que personne, non, à un moment donné, de venir dire ok, enfin, je voudrais que cette grossesse s'interrompe. Je crois que c'est important de le dire parce que si les gens ne le savent pas, Non, il y a un cadre assez précis autour de ça que je maîtrise pas particulièrement, mais oui, je pense qu'à partir des 14 semaines, c'est un peu une transition en fait, une transition entre l'interruption volontaire médicale entre guillemets et l'interruption qui est médicale et qui doit reposer sur des fondations médicales, quoi, des vraies raisons. Un diagnostic, quoi. Ouais, voilà. Okay. Et là, nous, en fait, on est à un moment où on a un arbre de possibilités face à nous. On a encore la possibilité qu'on nous dise que ça évolue dans le bon sens. Bon, on nous a fait comprendre que c'était pas la voie la plus probable, mais c'est possible. Voilà, la vessie se résorbe et les organes se développent correctement au bout de quelques jours. Enfin, ils attendaient une semaine pour voir l'évolution, quoi. En calculant des espèces de ratios, voilà. Donc ça, c'est l'option 1. L'option B, c'est la vessie à continuer de grossir plus vite que le fœtus lui-même. Ça, c'est le scénario un peu noir, quoi, on va dire. Là, il n'y a plus trop de questions à se poser. Et puis, il y a surtout tout un panel d'options au milieu où le fœtus a continué à bien se développer, mais la vessie aussi, et toute une zone grise, en fait, où on ne sait pas trop vers quoi on va être poussé. Et donc, nous, on essaie de se projeter, en fait. On essaie de se dire, comment est-ce qu'on va réfléchir face à ces différentes possibilités, voilà. Et donc les quelques jours passent. Au passage, grâce à la biopsie du trophoblaste, on apprend que c'est pas un phénomène de trisomie parce que c'était une option qui était évoquée. Et on apprend que c'est une petite fille, voilà. Parce que du coup, comme on a fait un cariotype, on sait que c'est XX. Ce qui n'aide pas du tout, enfin moi personnellement, ce qui m'aide pas du tout, parce que ça renforce complètement le phénomène de projection. Voilà, t'as mis un sexe sur
Sur le concept bébé, je disais tout à l'heure, le petit garçon ou la petite fille qui saute sur les genoux de son père, là c'est la petite fille quoi, qui saute sur les genoux de son père. On avait des idées de prénoms, on en avait déjà parlé et tout, donc tu personnifies vachement le truc à un moment où il faudrait essayer de s'en détacher, même si c'est pas possible. Voilà, donc on retourne à l'hôpital quelques jours plus tard. Évidemment, on est dans la zone grise. Voilà, la vessie a continué à progresser à une vitesse à peu près similaire à celle du fœtus. Donc, il regarde d'autres trucs, il regarde l'appareil rénal, il regarde tout un tas d'autres trucs. Et puis, on rencontre un grand professeur qui lui en fait est assez catégorique avec nous, qui nous dit qu'il voit pas de raison de poursuivre, que c'est à nous de décider, mais que lui à son sens il nous pousse un peu dans cette direction sans le dire clairement, mais d'ailleurs c'est un contact que j'ai pas du tout apprécié parce que c'était hyper insidieux, c'était dit sans le dire, c'était influencé sans l'assumer vraiment, et puis après c'était pourquoi t'as pas aimé pourquoi t'as pas aimé? Parce que c'était pas à lui de prendre cette décision en fait, parce que lui son rôle c'est de nous éclairer sur ce qui est en train de se passer, de nous dire quelles options on a, mais c'est pas à lui de nous donner son avis. Il a pas le droit en plus, donc je crois qu'il y a ce truc aussi. Je pense que non, pense que non, mais c'est là où je dis c'est insidieux, c'est sans le dire, mais il l'a donné, sans le dire il l'a donné, parce que il s'est quand même pas mal engagé dans son discours. Et puis très vite vient le sujet du mode d'interruption, parce que voilà, il nous dit vous n'avez pas décidé, c'est vous qui allez décider, mais sachez qu'on est à un stade où on a revu en fonction de la taille du fœtus la datation. En fait, on n'est pas d'accord avec la datation qui a été donnée par la gynécologue de ville au départ, et on est limite pour l'interruption par par aspiration. Je sais pas si ça parle ça, mais et donc là aussi, il nous pousse vers l'accouchement, en fait. Ce qui était la grosse angoisse de Sophie depuis plusieurs jours. Donc on conteste, on joue un peu sur la date, et là aussi, discours extrêmement, je sais pas comment il faut dire, mais culpabilisant. Où il dit clairement à Sophie, vous faites comme vous voulez, mais l'aspiration, il y a un risque d'abîmer vos trompes, d'abîmer, et de mettre en péril des futures grossesses. Donc, quand on dit ça à une maman, on l'influence quand même un tout petit peu. Après, et d'un autre côté, c'est bien aussi de lui présenter les risques, tu vois. Je suis tout à moi fait qui suis extérieur, pardon, je me permets de... Non, mais t'as raison. C'est tout à fait vrai. Et mais bon, on avait contacté par ailleurs d'autres gens qui nous aidaient à passer à travers ça et qui étaient un peu spécialisés, comme je disais tout à l'heure. Ils ont su nous présenter les choses de façon beaucoup plus empathique, on va dire. Voilà, je crois que oui, il y a un risque, il est mesuré, mais il y a un risque. Et après, en fait, ce qu'ils nous a pas dit du tout, c'est que quand ils sentent que la maman est capable de passer à travers cette épreuve-là, la récupération psychologique, en fait, est bien meilleure quand il y a eu accouchement que quand il n'y a pas eu accouchement. Voilà. C'est ce que les médecins voient dans la pratique en général. Enfin, c'est ce que plusieurs copains qui sont gynécos nous disent. Et donc ce qui était impensable pour elle devient la possibilité la plus probable, quoi. C'est-à-dire d'accoucher d'un bébé de 14-15 semaines décédé, quoi. Qui va mourir en elle, en fait. Donc de donner la mort finalement, parce que c'est ce qu'elle m'a dit plein de fois. Donc là, quand même, pour la première fois du parcours, on nous a proposé on a réclamé un peu un suivi psychologique, et on nous a fait rencontrer la psy de l'hôpital.
j'imagine que ça a un petit peu aidé, au moins à mettre des mots et à se décharger un petit peu d'un certain nombre de trucs, quoi. Et puis, on nous dit quand même qu'il faut aller vite pour prendre la décision. Voilà, et puis bon, bah, en même temps, on n'a pas envie de rester dans cette situation-là très très longtemps non plus. Et donc, pour être sûr, on nous fait rencontrer des spécialistes, des néphrologues pédiatriques, des médecins qui nous disent un peu ce qui pourrait se passer si on prolongeait la vie de ce bébé, en fait. Si on décidait de prolonger la vie de ce bébé. Et on est un peu, comme je le disais tout à l'heure, en zone grise. On est en gris, anthracite, là, mais on nous dit qu'il y a de bonnes chances que si on ne fait rien, la grossesse n'aille pas à son terme. Sans certitude, sans garantie à 100%, mais que c'est peut-être l'option la plus probable. On nous dit que on peut avoir un bébé qui va à son terme et qui naît, que c'est possible. Qu'il y a de grandes chances qu'il naîtra avec des séquelles au niveau du rein, probablement. Que c'est peut-être un enfant qui sera incontinent. Que c'est peut-être un enfant qui sera insuffisant rénal, qui va vite nécessiter de la greffe ou des choses comme ça. À côté de ça, le papa de ma femme a été greffé du rein, il est décédé d'un cancer de la vessie. Donc tu vois, on est... Ok. Ça résonne en plus à travers ça, quelques années plus tôt, donc ça résonne énormément. Et finalement, on prend une décision d'interrompre la grossesse. Que tu vois, quand je la raconte comme ça, j'ai l'impression qu'on a pris un peu une décision dans le feu d'action, de façon un peu précipitée, mais en même temps, il fallait décider quelque chose. Sur le coup, j'étais convaincu de moi, de nous, du choix qu'on faisait, etc. C'est un sujet qui m'a pas mal hanté dans les mois qu'on suivit. J'allais te demander, t'as l'air bien sûr éminemment ému par toute cette histoire, alors que c'est un truc qui se passe pas dans ton corps, tu sais. Ouais. Comment tu le vis toi à ce moment-là? Moi, il y a beaucoup de tristesse. Il y a beaucoup de tristesse de faire de voir ces projections d'enfants qui s'envolent. Il y a de la peur parce qu'on nous a aussi fait passer des tests génétiques en nous disant on verra dans 3 mois s'il y a des raisons que ça se reproduise. Donc tu te dis merde, est-ce qu'il y a quelque chose qui va nous empêcher d'avoir des enfants? Il y a de la colère, mais je pense qu'elle est un peu réactionnelle, tu vois, vis-à-vis du... Là, quand j'en parle, je l'entends, vis-à-vis du monde médical, etc. Parce que tu as peut-être envie de trouver un coupable sur le moment aussi. Et il y a ce qui est venu avec le temps, beaucoup de culpabilité vis-à-vis de cet enfant qu'on va rencontrer le jour de l'accouchement finalement, mais qu'on connaîtra pas et qui vivra pas, et à qui le sentiment que j'ai qui est monté au fil des mois, c'est de pas lui avoir laissé sa chance en fait à cette petite fille, de pas être allé au bout du truc, et même si je pouvais pas imposer ça à Sophie, lui dire moi je veux que tu le gardes dans ton ventre, je veux qu'on voit où ça va, je veux qu'on explore toutes les possibilités jusqu'au bout. C'est pas un truc que je me voyais lui demander. C'est même pas une discussion que vous avez eue ensemble? Non. Ok. Non, la discussion on l'a eue sur aspiration, accouchement. Elle voulait mon avis, et pareil, moi je voulais pas lui imposer de choses. Je considérais que c'était son corps, que c'était elle qui allait passer à travers l'épreuve quand même, qui allait être sous les balles, plus que moi, et que c'était... Après, c'était un peu facile aussi de me sortir de la décision, mais j'avais besoin que... C'était facile pour toi, tu veux dire? Non, c'est-à-dire c'est un peu facile de dire c'est pas moi de décider, c'est à toi de décider. Ah oui, tu vois, d'accord. à ce moment-là. Mais
mais en même temps, c'est tellement un sujet pour la maman à ce stade, beaucoup plus que... Enfin, c'est son corps, comme tu l'as dit tout à l'heure, et c'est pas le mien. Oui, mais en attendant, tu le vis toi aussi émotionnellement, tu vois, même si ouais, bien sûr. Même si c'est son corps, tu... Bah, sur le coup, j'ai voulu que... T'es parti pris dans cet enfant à 50% quand même. Évidemment. Non, bah, sur le coup, j'ai essayé de l'influencer la moins possible. Après, en fait, les dés étaient jetés parce qu'à partir du moment où le professeur, là, il avait dit vous allez diminuer vos chances d'avoir un enfant un jour, en fait, la question était résolue. Je crois qu'on a eu le débat, elle a eu un débat interne en elle, mais en fait, à la seconde où il a dit ça, c'était fini. Donc on passe à travers, du coup, on programme un accouchement. Voilà. Ça se fait 1 ou 2 jours après le deuxième rendez-vous, du coup, la deuxième échographie, là, qui avait confirmé le... Et donc c'est très rapide. C'est hyper rapide, ouais. C'est hyper rapide. Tu passes en 1 semaine de j'attends un bébé à on va à la maternité pour accoucher d'un enfant décédé et on rentre à la maison ce soir ou demain, et puis on reprend notre vie normale, quoi. Donc c'est très rapide. C'est assez violent parce que c'est à la maternité, que c'est au même endroit que là où les gens viennent accoucher d'enfants en bonne santé, etc. Donc quand tu viens le matin pour cette journée-là, tu prends l'ascenseur avec des grands-parents qui ont les bras chargés de cadeaux. Moi, quand j'allais me promener pour aller chercher un sandwich ou un truc, j'étais avec des papas tout excités au téléphone qui annonçaient la nouvelle à la terre entière. T'as un peu de mauvais sentiments, hein, dans ces moments-là. T'es un peu... Et puis en même temps, il y a un autre truc, non, enfin, ça vient après. C'est le rapport aux autres et comment cette histoire est accueillie par les gens de notre entourage. Mais ça, c'est peut-être un sujet pour après. Okay. Mais donc, on passe à travers cette journée avec une équipe soignante, et là, pour le coup, géniale. Des humains, quoi, des super humains. Qui nous accompagnent. Mais donc, on passe la journée dans une salle de travail. On lui déclenche des contractions et puis on attend. On attend que ça passe et puis à un moment, il est 14h30 et elle me dit je sens son cœur qui bat. Tu vois. Elle le sentait descendre donc et je sens son cœur qui bat. Et pourtant c'est petit, hein, cet âge-là, mais et puis à un moment, je sens son cœur qui bat plus. Et donc la sage-femme vient, c'est fait pour que nous on voit pas grand-chose. Elle emmène, et voilà. Et on nous a demandé si on voulait la voir. Sophie a pas voulu. Moi j'ai voulu, donc je suis allé la voir. On l'avait installée dans une chambre, sur un lit, sur une petite couverture, avec un petit bonnet, un mini bébé, hein, parce qu'on parle tu vois, on est à 15 semaines, c'est tout minus, quoi. Et puis je reviens voir Sophie, je lui dis le truc le pire que je pouvais lui dire à ce moment-là. Je lui dis c'est pas un bébé, hein, je sais plus ce que j'ai vu, c'est un tétard, quoi. Enfin, c'est pas un bébé. C'est pas un bébé. C'était vraiment la phrase la phrase la plus. Tu t'en veux encore, là? Bon, on en a suffisamment parlé pour que ce soit passé. Non, ça va. Tu revis le truc, là, hein? Ouais, de fou. de fou. J'ai pas pleuré encore, c'est pas mal. Ouais. Et voilà, on
retourne dans la chambre de maternité, on passe la nuit et le lendemain on rentre chez nous. Retour à la vie normale, comme tu disais tout à l'heure. Ouais, retour à la vie normale. La maman, elle a le droit à 15 jours d'arrêt dans ces cas-là. Moi, je m'arrête aussi. Un peu moins, je crois. 10 jours peut-être, une semaine, 10 jours, je sais plus. On est mi-décembre, on n'est pas très loin de Noël, donc il y a les fêtes qui approchent. Il faudrait aller voir la famille pour Noël et tout. On n'a pas du tout envie de ça. On a envie de s'enfermer dans notre bulle, de faire notre déprime tranquille, d'éventrer des paquets de chips dans un canapé, regarder des comédies romantiques à 2 balles, fumer des pots de glace et c'est tout, quoi. Faire votre deuil aussi. Comment ? De faire votre deuil ensemble. Ouais, je crois qu'on l'a fait comme ça. En fait, on s'est enfermé dans notre bulle. Il doit y avoir des journées où on s'est presque quasiment pas parlé parce qu'on était l'un à côté de l'autre, mais chacun dans son truc, quoi. Et en fait, ça, c'est le début de... Tu vois, tu disais tout à l'heure comment ça s'est passé entre vous. Ça, c'est le début de la partie la plus difficile, je pense, parce que autant le cœur du truc, tu le vis à 2. Voilà, l'accouchement, on est là tous les 2. Moi, je fais mon maximum pour l'aider, même si... on en a souvent parlé dans l'histoire de Daron, mais la position du papa dans un accouchement, t'as un rôle parfois un peu limité, mais bon, tu fais ce que tu peux. Et par contre, après, quand il faut vivre avec ça, c'est un peu chacun son rythme, quoi. C'est un peu chacun son rythme. Vous êtes suivi par un psy, des psys ensemble, en couple, individuellement? Comment ça se passe? Alors, on a eu un peu de psy à l'hôpital. On est retourné la voir une fois et c'est tout. En fait, c'était une très mauvaise idée parce que retourner sur les lieux, c'était pas possible. Donc ça, on l'a pas refait. En revanche, moi, j'étais suivi depuis plusieurs années déjà par quelqu'un que j'estime beaucoup et avec qui ça se passait bien. Donc moi, j'ai poursuivi avec cette personne-là et j'ai proposé à Sophie de la rencontrer. Et voilà, elle a un peu accompagné Sophie sur quelques temps. Après, on a des profils un peu différents. Elle évacue beaucoup au fur et à mesure. Moi, je garde plus. Donc, au final, elle en a moins eu besoin longtemps. Voilà. Parce qu'elle a lâché, c'est ça? Ouais, parce qu'elle parle beaucoup plus, parce qu'elle dit beaucoup plus ses émotions au fur et à mesure que ça arrive. Elle vide le verre plus souvent. Et toi, comment t'as fait? Moi, j'ai continué d'être suivi, et puis je me suis mis à écrire. Voilà, le livre dont on parlait tout à l'heure, ça m'a pas mal. J'écris depuis toujours, mais ça, à ce moment-là, ça m'a particulièrement aidé. Voilà. C'était un besoin que tu as ressenti à ce moment-là de te dire ouais, c'est une bonne façon de je lâcher. sais plus quand est-ce que c'est venu, mais assez vite j'ai eu besoin de raconter voilà, toutes les étapes que je viens de raconter, et puis j'ai conservé ça au fil du temps et voilà, et après j'ai raconté la suite aussi, parce qu'il y a 2 temps dans ce type d'événement. Il y a le temps très rapide, très intense, un peu la douleur aiguë, on va dire. Et puis après, il y a le temps de la douleur un peu chronique qui dure dans le temps, avec moi, de la culpabilité qui est montée. Pourquoi on n'a pas essayé plus de garder cet enfant, avec beaucoup de pensées, mais sur le long cours, tu vois, c'est plus au début tu as envie de pleurer tous les jours, tu as envie de crier, tu as envie machin, et puis après ça s'étale dans le temps, et c'est une espèce de tristesse dans la longueur, quoi. Voilà. Ce qui a beaucoup aidé Sophie, du coup, un peu moi, mais surtout Sophie, c'est un site qui s'appelle La Petite Émilie,
qui a été créé par des parents qui ont perdu une fille qui s'appelait, qu'ils ont voulu appeler Émilie. Et c'est un espèce de forum en ligne, un gros réseau social. Beaucoup de mamans qui changent sur ces thématiques-là, et une communauté où là elle avait un petit groupe de mamans à passer à travers cette épreuve-là un peu en même temps, et elles n'arrêtaient pas de s'échanger elle était tout le temps là-dessus, quoi. Tout le temps, et 2 ans après elles sont encore en contact, donc voilà. Et pas beaucoup de pères, tu disais? Non, je pense que les pères ils ont fait un peu comme moi, ils lisent par-dessus les épaules, mais ils viennent pas forcément parler dessus, ouais. Est-ce que ça aide à avoir des discussions? Est-ce que ça enclenche des discussions entre vous? Ah ouais, oui, bien sûr. Ouais, bien sûr, parce que elle me racontait d'autres histoires, et ça met des perspectives, quoi. C'est toujours comme ça, en fait, quand t'as un angle un peu différent, ça t'aide à prendre du recul sur ce qui est en train de se passer chez toi, et ouais, absolument. Je comprends. Comment tu... Enfin, là, je te vois, t'es en train de... Les gens le voient pas, mais tu trembles un peu et tout. Enfin, tu vois, j'ai vraiment la sensation que t'es en train de revivre le truc, quoi. C'est normal, hein, tu vois, en plus. Ouais. Je peux comprendre que ce soit vraiment une épreuve pour toi, de venir le raconter là. Ça fait combien de temps? Ça fait décembre 2017, tu vois. Donc ça fait 3 ans et demi. Et c'est toujours à vif? Ouais, là on rentre dans le détail, donc oui, mais ouais, il y a des boutons, à vif, ouais. Il y a des boutons. J'ai dit ça longtemps à ma femme quand elle a perdu son papa. Je disais, il y a un bouton, quand on appuie, ça part, et moi j'en ai un maintenant aussi avec ça, ouais. Quand je pense à la petite fille, ce que je disais, c'est ce sentiment là de... C'est pas tellement l'épreuve et tout, c'est plus ça, quand je pense à ces projections que j'avais, à ces images que j'avais dans la tête, et le sentiment de pas lui avoir fait confiance, en fait, alors que c'était un enfant qu'on avait, quoi, qui était là, qui existait, et on est peut-être aussi à un moment où on est un peu consumériste dans la façon dont on approche aussi ça, parfois. Tu sais, tu veux un bébé, mais tu veux un bébé en bonne santé. T'as eu un garçon, après tu veux une fille, alors qu'on choisit pas, en fait. Il y a un truc un peu, il y a une magie autour de ça. C'est la magie de la vie, et ouais, ce sentiment d'avoir été un peu, de pas avoir joué le jeu, en fait. Voilà. Ok. Ça te dérange pas si on revient sur cette fameuse phrase où tu dis c'est pas un bébé? Non, vas-y. Et tu dis c'est la pire phrase que je peux sortir à ce moment-là. Ouais. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Je me permets de te poser la question parce que je me dis que peut-être il y a d'autres pères qui vont se retrouver dans la même situation, et je crois qu'en fait c'est dur, tu vois, de vivre des moments comme ça et d'avoir un peu ton retour d'expérience. Ouais. C'est exactement pour ça que je suis content de témoigner, parce que c'est des sujets dont on parle pas, très peu. Alors que quand tu commences à en parler, tu t'aperçois que c'est hyper fréquent. J'ai plein de gens qui sont venus. Moi, j'ai toujours essayé d'en parler librement. Alors, je l'expose pas proactivement, mais j'en parle librement. Et quand on me pose des questions, j'y réponds. Et de ce fait, il y a des gens qui sont venus vers moi, même au travail, des gens qui sont venus dire j'ai appris à peu près ce qui s'était passé, je leur ai raconté, des gens qui se m'était arrivé, quelqu'un qui s'est mis à pleurer dans mon bureau parce que elle avait vécu une fausse couche dans son histoire, tu vois. Et je me souviens du podcast avec ton frère aussi où il y repense des années après, et alors que la fausse couche est un truc qui est extrêmement banalisé, comme si c'était hier j'ai eu mal à la tête, j'ai fait une fausse couche. Bah non, en fait. Et j'ai accouché d'un enfant de 15 semaines. C'est un deuil, en fait, tu vois. Il y a pas à partir de quand on aime un bébé, en fait. C'est quoi il n'y a pas de règle, hein. Il n'y a pas à partir du moment où ça ressemble vraiment à un bébé parce que ça fait 30 cm. Non, il n'y a pas un critère. Il y a à partir du moment où
où elle me l'a annoncé, où elle m'a fait la carte dans la cuisine, etc., moi j'étais papa, enfin je commençais à être papa. Et d'ailleurs on l'a vécu un peu plus tard, parce que sur le chemin, il y a eu d'autres problèmes après, dont une fausse couche, et je m'en suis aperçu, et je me suis complètement éloigné de ta question, pardon. Non, pas du tout, t'inquiète, c'est intéressant. Et donc, comment on a vécu cette phrase, c'est ça? Tu dis que vous en avez beaucoup parlé après. Parce qu'elle s'en souvient déjà, parce que ça l'a marqué. Et j'en suis désolé, parce que moi aussi je m'en souviens, et que à ce moment-là j'étais aussi un peu perturbé. Je pense que j'avais peut-être besoin de me dire ça à ce moment-là aussi, de me dire c'est pas si grave, il y en aura toutes les phrases qu'on nous a dit après, que nos proches nous ont dit après, il y en aura d'autres. C'est une chance de l'avoir su avant, tous les trucs à la con que t'as pas envie d'entendre, mais peut-être que c'était un peu la résultante de tout ça aussi qui est sorti de ma bouche à ce moment-là, tu vois. Même si c'était la plus grosse débilité du monde, mais et qu'aujourd'hui je le sais, sur le moment, je l'ai dit, voilà, c'est comme ça. Tu parlais de l'entourage. T'en as touché un mot là tout à l'heure en disant c'est l'étape d'après. Ouais, parce que ça rejoint ce que je disais, c'est-à-dire que déjà les gens n'aiment pas trop vivre avec à côté d'eux des gens qui souffrent. Je pense que c'est humain. Puis c'est très moderne aussi, je crois. Peut-être. C'est pas très réseaux sociaux, c'est pour ça. C'est pas très il faut le bonheur à tout prix, quoi. Ouais, c'est mieux. Et après, je fais pas la leçon, hein. Je suis un humain pareil que les autres, hein. Mais là, il se trouve que j'étais de l'autre côté et je m'en suis bien aperçu. On n'aime pas trop quand on souffre, ou alors il faut que ça dure pas trop longtemps. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de malaise dans l'entourage parce qu'on ne sait pas trop comment se positionner, donc beaucoup de maladresse, et ça fait partie de voilà, c'est normal. Tu sais pas trop, beaucoup de pudeur aussi parce qu'on n'a pas forcément envie d'aborder ces sujets-là parce qu'on ne sait pas comment les prendre. Tu veux dire vis-à-vis de l'extérieur ou déjà vous? Non, les gens savent pas comment venir vers nous. Le reste, dans ta famille ou dans tes amis, ils savent que tu passes à travers un truc de merde, mais ils savent pas trop comment aborder le sujet, donc ils l'abordent pas finalement. Ou alors avec c'est des lieux communs, quoi. Il y en aura d'autres. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Il vaut mieux. Franchement, c'est quasiment une chance parce que vous l'avez appris à temps. Et du coup ça génère un peu d'incompréhension des deux côtés, de distance, parce que nous quand on va vers les gens qui sont autour de nous, on n'obtient pas forcément ce qu'on attend d'eux à ce moment-là, du coup on y va moins, et donc on met de la distance. La distance, elle est pas comprise, elle est mal interprétée. On dit ok, ils s'enferment dans leur délire, ça va, ils ont fait une fausse couche, ils vont pas nous saouler avec ça pendant des mois. Donc je caricature, mais j'essaie d'expliquer le mécanisme. Et puis tu te retrouves voilà à distance et dans l'incompréhension vis-à-vis de certaines personnes qui te sont chères, et j'imagine que ça s'explique, hein. J'ai essayé de l'expliquer, c'est logique et c'est normal. Aujourd'hui, je pense que les sujets, c'est rétabli. On a essayé d'en parler avec les gens avec qui ça nous avait fait de la peine et tout, mais du coup, quand tu passes à travers ça, c'est aussi une difficulté supplémentaire. C'est que tu te sens seul, pas très bien compris, et en colère parfois aussi. Voilà. Comment t'aurais aimé, ou vous auriez aimé tous les deux, que les gens vous abordent? Très très bonne question, mais déjà je crois qu'il faut se dégager de la mauvaise pudeur. On a le droit d'être maladroit, mais quand ça part avec une bonne intention, tu perds quelqu'un de ta famille, et je vais vers toi et déjà je te dis voilà que j'ai de la compassion, et je te demande comment tu vas,
et je te fais parler de toi, de ce que tu ressens, de ce que tu as envie de me dire, quoi. Si tu as envie de me parler de la personne que tu as perdue, vas-y, mais je crois qu'il faut faire parler, il faut pas forcément arriver avec à chercher à avoir des solutions. Il n'y a pas de solution. La solution, elle va venir de la personne qui est pas bien. Mais il faut être là pour l'accompagner, lui dire moi je suis présent pour toi si tu as besoin, je suis là, je peux t'écouter, je peux te et après être patient parce que chacun son rythme, ça peut prendre beaucoup de temps. Et c'est comme ça, il faut pas tout de suite chercher nous on a senti au début de la maladresse. Après, on l'a dit, on l'a formulé un peu, on l'a dit, écoutez, moi, c'est pas ce que j'attends de vous là en ce moment. Donc les gens se remettent un peu en question, et puis ça dure qu'un temps, et au bout de 2 semaines, 3 semaines, là je t'ai dit, tu vois, il y avait Noël juste après, à Noël, on aurait bien aimé que je sois souriant. Ça serait bien que ça aille mieux, quoi. Ouais, voilà, maintenant, c'est bon là, c'est bon. Et en fait, non, c'est pas bon, et ça va prendre plusieurs mois, donc voilà. Ok. J'allais te demander, c'est quoi la suite de ton histoire de daron? La suite... Parce que j'imagine que c'est quand même tu démarres avec ça, quoi. Ouais, tu démarres avec ça, ça pose un peu un cadre particulier. En même temps, ça ouvre tu deviens un peu papa aussi à ce moment-là, quand même. Un petit peu. Parce que tu te rends compte que tu peux souffrir pour un être, même souffrir plus que ce que tu pourrais penser souffrir pour toi-même, pour un être que tu n'as presque jamais rencontré. La suite, c'est de se projeter. Moi, j'avais besoin d'un peu de temps. Là, on retrouve le schéma de notre couple, mais Sophie, elle avait besoin que ça aille vite. Parce que elle avait besoin de ça pour s'en sortir, pour sortir la tête de l'eau. Elle avait besoin de retomber enceinte. C'était et ça, c'est beaucoup de mamans qui passent à travers ça. On ressent ce truc-là. Comment tu vis toi ce décalage? Écoute, au début, je lui dis que moi c'était compliqué, que c'était un peu tôt. Voilà, après, elle a tiré, j'ai ralenti, ma tête a ralenti, mon corps a ralenti aussi. Tu veux dire? Il y a des moments, je pouvais pas en fait, tu vois, concevoir, c'était pas possible. Ok. Ta libido était partie? Ouais, ma libido était partie, non, ma libido était là, mais je sais pas si on va jusque là, mais on peut. Okay, si tu veux. On est là pour dire les trucs. Je pouvais pas aller au bout. Moi, je pouvais pas aller au bout. J'arrivais pas. Tu vois, ça pouvait durer des heures et des heures, et ça... parce que il y avait un blocage, quoi. Très en même temps compréhensible, tu vois. Ouais. Le cerveau est bien fait. Ouais, le cerveau est. Ouais, c'est fort tout ça. Et puis le temps fait son truc. Une fois un week-end, elle me réannonce, je crois que je suis enceinte. Et là, on sent comme une espèce de chape de plomb qui tombe. On passe 2 jours, un week-end très léger et tout, et puis finalement un test négatif à la fin de la semaine d'après, je crois. Donc un petit coup à la casquette, mais en même temps le sentiment que effectivement c'est peut-être ça qui va nous aider à sortir de là, parce que pendant 48 heures on avait été quand même bien. Voilà, le temps fait son œuvre, et puis finalement elle retombe enceinte assez vite au final, parce que elle retombe enceinte 6-7 mois après l'accouchement, tu vois. Voilà. Comment tu le vis à ce moment-là? On est complètement paniqués tous les deux. Ok. Tétanisés. C'est une grossesse où on se projette pas du tout, on est en mode carapace complète, on n'y croit pas, on le dit à personne, on l'annonce pas, on va attendre que l'écho des 3 mois passe, et après l'écho des 3 mois, il y a les grandes vacances, on part, on voit pas trop notre famille, nos familles, nos potes pendant ce temps-là. Donc on en profite pour pas l'annoncer, et en fait on l'annonce aux gens, on est à 4 mois et demi de grossesse, un truc comme ça. Ok.
Sauf que, attends, 4 mois et demi de grossesse, ça fait quoi? Sauf que, en fait, une nuit, on est à 20 semaines d'aménorrhée. Sophie se réveille. Elle me dit, j'ai l'impression que j'ai perdu les os. Et donc, on repart aux urgences en pleine nuit. Pas les mêmes urgences parce qu'on voulait pas avoir les mêmes têtes. Et là, la personne en pleine nuit nous dit, ouais, vous avez perdu les os. On est à 20 semaines et la poche des os est percée. Donc nous, on dit c'est pas possible, quoi. Vous vous trompez, ils refont un test, un médecin qui vient, il refait un test, et si, il y a du liquide amniotique qui coule. Donc elle est hospitalisée. On attend quelques heures. Et puis finalement, on nous dit, oui, la poche des os est percée. Il y a de bonnes chances que dans les 72 heures, l'accouchement se déclenche. Ah ouais, t'avais pas prévu ce rebondissement. Wow. Et donc deuxième grossesse, on est là plus loin dans la grossesse, on est à 20 semaines. Un bébé, c'est viable à partir de 26 en théorie, dans le mieux du mieux, quoi. Dans certains pays, ils font des trucs complètement fous à 22, je crois, mais à 20 semaines, un bébé, c'est pas viable. Donc s'il sort dans les 72 heures, on le perd. Donc là, tous les deux, à nouveau, l'espèce de coup de massue qui nous tombe sur la tête, où on se renferme dans notre truc, on avait raison de le dire à personne, on a bien fait, on a bien fait, mais en même temps, on est en panique totale aussi, quoi. T'avais une question, non? Pas du tout. D'accord. Je t'écoutais. Et elle reste hospitalisée pendant 5 jours. Un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent. Et rien. Donc les 72 heures sont écoulées, le bébé n'est pas sorti, il n'y a pas eu d'accouchement, il n'y a pas eu de travail. Et donc là, on nous dit, vous allez rentrer dans un schéma un peu particulier maintenant, parce qu'elle va être alitée, du coup, hospitalisée à domicile, jusqu'à ce que le bébé accouche. On ne sait pas quand est-ce que ça peut arriver. Ça peut arriver maintenant, ça peut arriver dans 10 semaines, ça peut arriver à plus de 30 semaines, ça peut arriver à terme. Mais il y a de bonnes chances que vous ayez quand même un bébé prématuré. C'est assez probable, quoi. Et il peut arriver demain et ne pas être viable. Voilà. Wow. Et donc là, vous allez rentrer à la maison. On va mettre en place une HAD, donc une hospitalisation à domicile. Vous aurez une fois par semaine, vous viendrez à l'hôpital pour faire une échographie, on regardera où le bébé en est, et puis 2 fois par semaine, il y a des infirmières ou des sages-femmes qui passent vous voir pour faire un certain nombre de tests et de contrôles. Donc on rentre dans ce mode-là. Donc là, tu vois, on parlait de page tout à l'heure, c'est encore une autre page, hein. Une autre bataille dont l'issue va être beaucoup plus favorable, mais une autre histoire. Et donc toutes les semaines, on attend. On a un calendrier qui est accroché dans notre salon. Donc on a déplié le canapé lit du salon. Ça prend à peu près la moitié du salon. Sophie, elle est là. Elle passe ses journées là. Moi, je vais quand même au boulot. J'essaie de rentrer à chaque fois le plus tôt possible, de l'appeler dans la journée, qu'on puisse discuter. On est effrayés, hein. On est effrayés. Et toutes les semaines, on va à l'hôpital pour faire passer une journée à l'hôpital. Donc, je pose une journée par semaine. On va toute la journée à l'hôpital. Ils nous font une échographie. On voit des médecins. Et en fait, ils regardent où est-ce qu'en est le bébé en termes de développement. Et alors ça démarre pas tout de suite parce qu'à 20 semaines, de toute façon, il est pas viable. Mais ça démarre à 22, 23, 24.
Et toutes les semaines, sur la base de l'état d'avancement du bébé, on prend une décision avec les médecins de savoir qu'est-ce qu'on fait s'il arrive cette semaine. Voilà. On sait qu'on va se revoir la semaine d'après. Maintenant, ça laisse, entre les deux, ça laisse 6 jours, quoi. Qu'est-ce qu'on fait s'il arrive dans les 6 jours ? Est-ce que vous voulez qu'on le garde ? Est-ce que vous voulez, qu'on tente de le réanimer ? En fait, c'est ça la question. C'est est-ce qu'on tente une réanimation ou est-ce qu'on tente rien ? Et nous, il y a le passif là, qui rentre en, tu vois, J'allais te dire. En ligne de compte. Moi, avec mon histoire de ma valise de culpabilité là, on n'a pas laissé sa chance au bébé, donc. Moi, c'est inenvisageable qu'on fasse rien si le bébé sort. Enfin, faut tout tenter et tout. En même temps, par moment, t'as aussi la raison qui l'emporte. Et t'as face à toi des gens qui t'expliquent par A plus B que s'il sort cette semaine, ça va être très compliqué. Au début, c'est s'il sort cette semaine, il sera pas viable, c'est sûr. Et puis après, c'est s'il sort cette semaine, vous pouvez tout tenter, mais c'est pas forcément un cadeau ni pour vous ni pour l'enfant. Donc des grosses discussions qu'on se met à avoir sur qu'est-ce que tu voilà, est-ce que tu veux d'un enfant avec des séquelles et toutes les semaines tout est remis à plat et on rediscute de tout ça, tu vois. Et puis les semaines vont passer comme ça, avec les petites croix sur notre calendrier, là, les jours qu'on barre. Et puis les étapes, 26, ça arrive, à un moment, on se dit, c'est bon, 26, ça y est, on a lu sur Internet, dans les bouquins, 26, c'est viable, c'est super. Puis en fait, à 26, on nous dit, là, c'est pas top, parce que son arbre respiratoire, il est pas en place, donc on va vous faire une piqûre de cortico pour développer comme on fait chez beaucoup de prématurés, en amont, au cas où il arrive là, mais à 26, ils étaient loin d'être affirmatifs sur le fait qu'il faille réanimer encore, hein. Mais les semaines continuent de passer, on arrive à 27, 28, 29, 30, et puis on s'était mis 30 en tête, comme quoi ce serait fabuleux d'arriver à 30, parce qu'on était à nouveau proche de Noël, tu vois, donc un an plus tard. Au moment, on a eu très peur qu'il arrive le même jour. Qu'il arrive le 15 décembre et que l'issue soit pareil, très mauvaise. Finalement, on passe Noël, enfermés à la maison tous les deux. On passe le jour de l'an, on passe tout un tas de trucs, et puis un jour, on arrive à un stade où, en fait, on me dit, c'est bon, quoi. Là, le bébé, il est viable. Il est plus que viable, il est en bonne santé. Même, on peut commencer à prendre le risque que la maman se lève un peu et se promène et fasse des trucs parce que là, on est confortable. Waouh, je te vois sourire d'un coup. Ouais. Ouais, là, on change de registre émotionnel, hein. Et on change et en même temps, c'était aussi compliqué, je pense pour la maman notamment, de passer du mode faut pas qu'il sorte à un mode vas-y, c'est bon, vas-y, sors. Ça explique sans doute un accouchement assez long parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont jouées, un espèce de combat intérieur de plusieurs mois versus maintenant c'est bon. Et finalement, le petit bonhomme, parce que cette fois c'est un bonhomme, il va nous rejoindre le jour du terme. Oh, ce sketch. Le coquin. Et le jour du terme, donc avec un réveil, le réveil en pleine nuit, perte des os, à nouveau. Donc, mais là pour de vrai, là on a vraiment vu la différence. Donc l'explication quand même technique qui nous a été donnée a posteriori, c'est que soit la poche des os s'est colmatée, voilà ce qui arrive dans certains cas, soit la poche des os du bébé n'a jamais percé et c'est une poche annexe qui s'est percée. Et dans ce cas-là, on a paniqué pendant 3 mois pour rien. Mais bon, on saura jamais.
Et voilà, donc le 9 mars de cette année-là, un petit bébé qui nous rejoint. D'accord. Comment tu vis cette naissance ? C'est juste incroyable. On est toute cette aventure-là m'a fait, comme je le dis, devenir un peu papa déjà. Même si c'est encore une autre étape et qui est bien supérieure à celle de le rencontrer que de se projeter, quoi. Mais déjà d'avoir peur pour eux avant, c'est déjà un bon concept de paternité, on va dire. Et ouais, la rencontre, c'est dingue. Alors bon, ça arrive dans un contexte accouchement un peu compliqué, long, douloureux. Le bébé, il est emmené tout de suite parce qu'elle a fait une hémorragie assez importante et du coup on me sort de la salle et on sort le bébé de la salle et il s'occupe d'elle. Ce qui fait que je me retrouve dans une petite pièce avec quelques bébés dans des landaux et puis Louis qui est là, qui est dans les bras d'un pédiatre qui fait les premiers tests, quoi. Et qui est un peu effrayé parce que je pense qu'on l'a retiré très vite à sa maman et que voilà, il a eu un peu peur. Et on me dit allez-y, parlez-lui. Et moi, ouais, mais je sais pas quoi dire en fait. Parlez-lui, mais t'es marrante, toi. Et tu savais pas quoi dire vraiment ? Non, ouais, je savais pas trop quoi dire. J'avais envie de lui dire plein de trucs et en même temps j'avais pas les mots et ça c'est un truc sur le deuxième, je me suis bien rattrapé et j'y pensais pendant toute la grossesse. Je me disais mais quand il va sortir, mais je vais lui raconter des trucs. Il va rien je serai prêt. Je suis prêt, mais il va rien comprendre. Ouais, sur ce coup-là, je savais pas trop quoi dire, quoi faire et donc j'ai essayé, avec la maladresse d'un nouveau papa, mais en même temps c'est trop mignon et puis du coup je m'occupe de lui, je me retrouve un peu avec lui sur les premières minutes et heures parce que sa maman, on est en train de s'occuper d'elle. Et donc je le prends. Après on revient dans la chambre et je le prends en peau à peau parce qu'elle a pas la force de le porter, quoi, au début. Donc je le prends contre moi. Bon, c'est magnifique, c'est un peu terni parce que j'aimerais qu'elle puisse en profiter et pour le coup elle peut pas tout de suite en profiter. Bon, on se rattrapera largement après, mais des moments complètement fous, quoi. Waouh. Comment tu vis le retour à la maison ? Fabuleux. J'avais pris 15 jours pour vivre ça à 100%. Les jours à la maternité, déjà, c'est incroyable. Je me souviens que la fois où on prépare la sortie et moi, je dois aller chercher le cosy à la maison. J'arrive pas à les quitter, en fait. Tu vois, je dois juste faire l'aller-retour à l'appart. J'en ai pour 40 minutes, 1 heure. Et j'arrive pas à les quitter. J'ai envie de pleurer, j'ai envie de le garder avec moi, j'ai envie de partir. Enfin, j'y vais, mais j'y vais avec lui. Et à la maison, c'est ça pendant 15 jours. On est sur notre petit nuage, on est tous les trois. On l'a tellement attendu, on a tellement eu peur, on a tellement flippé qu'on est à 200% sur lui. Très vite, on essaie pendant les 15 jours, de se partager le job. Elle allaite, donc elle se réveille la nuit. Moi, à chaque fois qu'elle se réveille, c'est moi qui le change, comme ça, elle se rendort un peu plus vite. Et puis, moi, ça m'aide aussi à mettre un peu dans l'activité et à participer, quoi. Et on est tout le temps sur lui, on prend 1 milliard de photos, on lui parle, on lui raconte nos vies, on le prend tout le temps dans nos bras. Et puis on fait connaissance en même temps parce que au début tu connais pas forcément, tu sais pas comment il fonctionne, tu t'adaptes. Il est arrivé dans un contexte particulier et je pense que ça joue sur sa personnalité, ses besoins dans les premiers temps. Là on le voit bien avec le deuxième, c'est pas les mêmes bébés et le contexte de sérénité des parents ou de stress, il joue pour beaucoup, j'imagine, hein.
j'ai pas la preuve, mais là j'ai un bon exemple. On a un bébé qui a beaucoup besoin d'être rassuré, quand les gens viennent nous voir et le prennent dans la journée, le soir il décharge vachement parce que ça lui fait sans doute un peu peur aussi, je pense, l'accouchement et tout de suite être arraché à sa maman. Il y a à mon avis, je sais pas, faudrait peut-être demander. Il y a peut-être un premier traumatisme, tu veux dire. C'est pas impossible, hein, parce qu'il a un truc avec le départ. Même maintenant à 2 ans, parti, parti. Père Noël, il est parti. Là, on est en mars, il m'en parle encore. Donc, un problème un peu avec les départs. Et comme vous êtes foufou, vous avez décidé d'en faire un deuxième dans la foulée. Ouais. Déjà, il faut ça. On en veut plusieurs. On dit souvent qu'on en veut 3. Moi, j'aimerais bien une famille, assez nombreuse. J'avais dit une fois, si c'est pas 3, parce qu'on n'arrive pas à faire 3, je préférerais que ce soit 4 que 2, tu vois. Ok. Donc j'aimerais bien que ce soit le bordel, on va un peu débordé. Tu vois, j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien m'entourer de gens entreprenants qui mettent de l'énergie autour de moi. Donc allez-y, débordez-moi, ce sera parfait. Et donc on en veut 3, et on voulait aussi qu'ils soient pas trop éloignés parce qu'on trouve ça cool, quoi, qu'ils puissent jouer ensemble assez vite et voilà. Donc au bout on s'était dit 2 ans d'écart, ce serait pas mal. Et puis il y a eu le Covid, le télétravail, les pauses partagées à la maison. Et puis du coup ils nous ont rejoints il y a 2 mois, donc ils ont 22 mois d'écart là. Presque. Ouais, quasi. Contrat quasi rempli, ouais. C'est pas mal. Encore une fois, tu vois, moi j'avais dit 2 ans et demi, elle a dû elle gagne là sur ce coup-là. Je me suis complètement fait. Elle te bat à tous les coups. Hein. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette conclusion? Ouais. Non, mais elle est déterre, quoi, tu vois. C'est ça. Hein. C'est ça. Avant qu'on commence l'interview, tu parlais un petit peu justement du fait d'avoir accompagné tes fils dans cette pendant le confinement, en fait, ouais. Tu vois. J'aimerais bien que tu m'en parles un petit peu maintenant que le micro est en on. Ouais. Je te disais, moi, à revivre l'année qui vient de s'écouler, je la revivrais pareil, quoi. J'enlèverais pas le Covid. Pour moi. Hein. Mmh. Après, il y a 1 milliard de gens qui diront le contraire, et je le comprends tout à fait. C'est ton podcast, c'est toi qui parles. Donc, voilà, donc on le garde. Oui. C'est moi qui décide, les gars. Ouais. Non, mais parce qu'en fait, on a pu vivre des trucs qu'on n'aurait pas vécu autrement avec nos enfants. Et alors le premier confinement sans les crèches, hardcore quand même, hein. Tu bosses, on était 2 à bosser, et puis un petit bébé à la maison. Par chance, il ne marchait pas encore, hein, ce qui change quand même beaucoup de choses. Mais il a appris à marcher pendant ce moment-là. Du coup, on a tout vu. Moi, voilà, j'ai des vidéos de tout. Surtout, j'en ai plein la tête. Et puis, je crois que on fait beaucoup de. Enfin, je me dis ça souvent. Je me dis, on fait beaucoup de l'attachement avec nos enfants sur les premières années, parce que j'ai entendu ça dans des podcasts à toi aussi. Notamment celui qui fait les cours de paternité là. L'atelier du futur papa, Gilles. Yes, l'atelier du futur papa. Je vous mettrai les liens dans les notes, hein, comme ça vous pourrez. Parfois, je parle à mes auditeurs, t'inquiète. Ouais. Ouais, je sais. Et donc, de passer autant de temps avec eux, j'ai l'impression que c'est une chance inouïe. Déjà, enfin, je le vis au quotidien, c'est une chance inouïe parce que ça procure un bonheur immense. Même si ça met dans le jus parfois, parce que voilà, j'ai fait des réunions en changeant des couches, j'ai fait des réunions en donnant le bain, j'ai fait des réunions en faisant à peu près tout ce qui peut se faire en tant que papa, tu vois, mais... Et parfois ça coince, et parfois ça tire, et parfois on s'engueule aussi. Mais en même temps, on est là, on a tout vu. Voilà, on a vu les premiers mots, on a vu les premiers pas. Et puis là, mon bébé, le deuxième, il a 2 mois. Et à part, en fait, les premiers jours à la maternité où je faisais des allers-retours pour m'occuper du plus grand, sinon j'ai été 24/24 avec lui depuis qu'il est né, quoi. Donc, ce qui me serait pas du tout arrivé autrement. Tu sais qu'il y a le débat autour du congé paternité. Donc je sais pas si tu as écouté l'épisode avec Tristan qui raconte son congé paternité en Norvège, etc. Tu as la sensation, toi, que
Justement, cette période-là, alors qui n'est pas une période de congé pour le coup, mais qui est une période où tu télétravailles à la maison, mais donc tu les as quand même avec toi, va te changer ton idée de la paternité à vie, quoi. Absolument. Définitivement, parce que déjà dans mon parcours de papa, il y a des étapes clés, et avec le premier et le congé maternité qui avait été géré par la maman, je me rendais pas compte de ce que c'était qu'un congé de maternité, que ce qu'était que de gérer un nouveau-né au quotidien, même si je le faisais les week-ends, je le faisais les soirs, je le faisais les matins avant de partir au boulot, j'essayais de réduire mes horaires et tout, mais je le faisais pas 24/24. Et ça n'a rien à voir. Voilà, j'avais quand même un exutoire, tu sors, tu vois des gens, tu prends le métro, tu peux lire, tu peux écouter de la musique, tu peux écouter des super podcasts. Ça n'a évidemment rien à voir. Je me rendais pas compte de ce qu'elle vivait au quotidien. Parfois on s'engueulait aussi à cause de ça, parce que tu rentres le soir et elle te refile le bébé, toi t'es rincé de ta journée de boulot et tu dis attends, moi je ramène les sous à la maison là, c'est quoi le délire? Tu vois, moi j'ai bossé toute la journée. Moi je suis allé chasser, d'accord? J'étais à la mine, c'est ça, j'ai été chassé. Et toi tu t'es là devant la télé avec t'as le bébé dans les bras, mais c'est moi qui suis fatigué, oublie pas. Et donc, alors déjà, le premier truc qui m'est arrivé qui est top, c'est qu'à un moment elle a tapé du poing sur la table, et je lui ai dit plusieurs fois merci pour ça, parce que ça m'a fait évoluer de ouf. Et en fait, en septembre, il est né en mars, et en septembre, on a eu une place en crèche. Elle, du coup, elle a prévu de reprendre son activité dès fin août, quoi. Et au bout d'un moment, on a appris que la place en crèche, on l'avait en septembre, mais on l'avait fin septembre. Donc il y avait un trou de 4 semaines à boucher. Et là, elle m'a dit, écoute, moi, j'ai fait ma part. Tu te démerdes, je veux pas savoir, mais c'est toi qui prends le relais. Donc au début... J'aime bien ta meuf, elle est marrante. Hein? J'aime bien ta meuf, elle est marrante. Ouais, elle est marrante. Ouais. Choisi pour ça. Et au début, donc je la hais, forcément. C'est tout de suite les réflexes de l'homme. J'ai entendu un podcast là-dessus sur le rapport à l'homme au travail versus le bébé, les couilles sur la table, qui est très bien là-dessus. Et j'ai mon réflexe de mais comment je vais gérer mon boulot, je suis indispensable à ma boîte, le monde peut pas tourner sans moi, et je me dis voilà, c'est impossible, moi, un mois sans bosser c'est impossible, je peux pas annoncer ça à ma boîte, c'est pas possible. Elle est déterre, tu l'as dit tout à l'heure. Donc quand elle a dit il y avait pas le choix a priori. Donc finalement j'ouvre la porte avec mon boss et tout, je lui dis écoute, moi j'ai un trou, j'ai un problème. Et il me dit, tu fais démarre-toi comme tu veux, tu fais le mois à la maison, et tu trouves l'arrangement qui te convient le mieux, je sais que tu vas faire de ton mieux, et on passe à travers comme ça, voilà, et on verra bien. Donc je passe à travers, je prends quelques jours par semaine, on a trouvé par contact une étudiante qui reprenait les cours en octobre, et qui voulait bien venir m'aider dans la journée, elle venait 10h, 16h, voilà, alors pas tous les jours, et elle partait le midi, donc pendant 4-5 heures sur la journée j'avais du temps où je pouvais bosser, mais ma femme était pas là, et tout le reste de la journée c'est moi qui gérais, et surtout c'est moi qui fais à bouffer, c'est moi qui fais le sac à langer quand il faut que elle aille se promener au parc 1 heure, c'est moi qui ai la responsabilité de notre fils, ce qui change tout, et c'est moi qui ai peur quand la fille qui est étudiante, qui est super mais qui est un peu jeune et tout, part avec mon fils, quoi. C'est moi qui, la première fois qu'elle part, la suis dans la rue sans lui dire, pour voir comment elle fait, tu vois. Et en fait là j'ai un accélérateur de dingue sur je vais devenir je deviens papa, quoi. Donc ça, expérience de fou. Je sais que j'écoutais tout à l'heure Patriarcat, il le dit, faut que les hommes à un moment aient leur part, et j'encourage toutes les femmes de la terre à mettre un coup de pression à un moment. Ouais, parce que si ça se fait pas tout seul, moi parce que je le dis avec le recul, c'est pas juste ça m'a fait progresser, c'est aussi je suis devenu papa, j'ai rencontré je trouve que c'est vraiment à ce moment-là où j'ai rencontré mon fils.
et que ça a tout changé après dans ma façon de concevoir le truc. Donc tu vois, je raconte tout ça pour répondre à ta question. Congé pater, définitivement oui. Avec des périodes où c'est plus simple à deux, évidemment, mais avec des périodes où on est seul avec l'enfant, c'est incroyable aussi pour avancer sur ces sujets-là. Et quelques mois plus tard, j'y ai eu droit parce que pendant la deuxième grossesse, la grossesse, c'est un peu compliqué chez nous. Hein. La deuxième grossesse, elle a fait une péritonite. Okay. Donc, elle a été hospitalisée pendant un bon moment. Et puis, quand elle est rentrée, elle n'avait pas le droit de garder, de prendre dans les bras notre fils. Et puis, elle était rincée, quoi. Elle était crevée pendant plusieurs semaines et tout. Donc, j'ai eu à nouveau un mois, là, sur le début de l'été dernier, où j'étais un peu au four et au moulin. Et en fait, c'est des moments qui sont top parce que tu prends le terme à la mode, quoi. Tu prends de la charge mentale, en fait. Et déjà, tu décharges de l'épouse parce qu'on est dans un système où c'est encore l'épouse qui gère beaucoup de trucs. Et toi, tu progresses et ça, plus t'en fais, plus t'as envie d'en faire, en fait. Parce que tes enfants, ils te le rendent ouais, ça marche bien. Alors, je suis toujours pas un papa modèle, hein, je suis toujours pas parfait. Il y a plein de trucs que le premier papa parfait m'envoie un email et me jette la première pierre. Franchement, je veux l'avoir dans mon podcast. Ouais, moi aussi, j'ai hâte de l'écouter celui-là. Mais non, mais je continue à. Il y a des trucs où j'y suis pas du tout. Voilà, les fringues, bon, c'est pas moi qui gère. De penser à comment il va être habillé dans 6 mois, tu vois. C'est pas un truc naturel. Là, il y a pas longtemps, elle lui a acheté, pour le grand, elle a acheté une couette. Parce que, peut-être qu'il faut bientôt qu'on fasse la transition. Il n'y a plus de turbulette dans ses tailles et tout. Et là, dans ces moments-là, je me dis, waouh, mais t'es nul, mec, t'es loin du sujet, quoi. Mais bon, on y arrive, hein. Petit à petit, quoi. Work in progress. Work in progress, définitivement. Ça me fait plaisir de te voir sourire parce que vraiment, pendant toute une grosse partie du podcast, t'étais dans l'émotion triste et tout. Ouais, je suis en train de me remettre là. C'est cool. Mais je voulais te remercier déjà d'être venu pour raconter ça, parce que comme tu l'as dit, il n'y a pas beaucoup de pères qui viennent raconter comment ça se passe. Ouais. Alors qu'il y a beaucoup de pères qui passent à travers. On en a. Quand tu commences à en parler, on a beaucoup qui s'expriment, et dans les séjours qu'on a fait à l'hôpital, on en a rencontré plein. Mais les mecs, tu sais, ça prend sur eux et puis ça. Ouais, les mecs et les filles aussi. Après, on a des visions très différentes de passer à travers ça. Il y a plein de gens qui se diront qu'on est dans l'hyper-émotion, peut-être, et dans l'hyper-réaction par rapport à tout ça, qu'on pourrait s'en remettre beaucoup plus facilement. Je crois qu'il faut essayer de pas trop être dans le jugement. Il y a des gens qui en souffriront beaucoup, des gens qui en souffriront pas trop. En tout cas, je crois que c'est bien. Dans tous les cas, je pense que même quand t'en souffres pas trop, t'as toujours besoin d'en parler et de t'accrocher à des exemples sur le côté. Ouais, voilà. J'espère que tu seras un exemple pour plein d'autres darons qui chercheront un témoignage, et que peut-être tu serviras d'exemple à peut-être que t'aurais bien aimé t'entendre, tu vois. Ton toi du passé qui était en plein dans le... Ouais, sans doute. Dans le seum et dans... Ouais, définitivement. Yep. Merci en tout cas pour ça. La dernière question que je vais te poser, tu connais si t'écoutes le podcast. Roulement de tambour. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes 2 garçons s'ils t'écoutent demain, dans 10 ans, s'ils écoutent ce podcast? Écoute, j'essaie de pas me préparer, mais cette question, j'y ai pensé. Ce matin, j'y pensais sous la douche et tout. Après, là, je suis un peu perturbé, donc... Déjà, j'espère, s'ils ont écouté ça, j'espère que... Alors, ils ont quoi, 10 et 12, j'espère qu'ils n'auront pas appris grand-chose aujourd'hui. Voilà, parce que ça fait partie de... Tout ce qui s'est passé fait partie de l'histoire de notre famille, de l'histoire de nous, parents, et puis Louis, c'est l'histoire de son arrivée aussi, donc... Enfin, pour la deuxième partie, en tout cas, l'alitement et tout. Ils ont une grande sœur, dont on leur parlera, je pense. On est en train de faire ce qu'il faut pour qu'elle soit inscrite sur l'acte d'état civil, enfin sur le livret de famille, quoi. On lui a donné un prénom.
Donc elle existe, elle est là, elle est là avec moi au quotidien. Donc j'espère qu'ils n'auront pas appris grand-chose. Parce qu'on aura un climat de communication transparente, on aura réussi à mettre ça en place et que du coup, on leur aura déjà parlé de ces trucs-là. J'espère qu'ils seront à l'aube, 10-12 ans, tu rentres un peu, c'est le début du collège, je crois, non? C'est ça, hein je demande un expert. Donc j'espère qu'ils seront armés pour ça, qu'ils auront confiance en nous, qu'on aura établi un climat, voilà, comme je disais, de communication où ils sentent qu'ils peuvent s'appuyer sur nous, tout nous dire. 10-12 ans, ça va être c'est l'autonomie, quoi. Ils vont commencer à... Oh merde, ils vont commencer à s'éloigner de nous. Non, ne faites pas ça. Ils vont rester à la maison pour les 30 prochaines années. D'accord. Non, mais ils vont commencer à s'éloigner de nous et j'espère qu'on leur aura donné les armes pour le faire avec de la confiance, voilà, qu'ils auront un capital confiance pour s'éclater, qu'on aura réussi à les éduquer pareil, mais complètement différemment en fait, à s'adapter à eux, qu'ils l'auront compris aussi parce qu'ils ils vont être différents, c'est sûr, et qu'on aura réussi à pas trop projeter sur eux les schémas qu'on a dans nos têtes et à les laisser aller vers ce qui va les faire s'épanouir eux, voilà. Donc dans 10 ans, si vous commencez à sentir que je vous mets trop de pression sur votre orientation, votre parcours scolaire, vous m'envoyez péter et vous me dites que l'important c'est le bonheur et que si le bonheur pour vous c'est de faire des trucs qui me plaisent pas, vous les faites quand même. Voilà. Et tu disais que l'un des trucs qui a été difficile pour toi justement, ça avait été de te projeter avec cette petite fille. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui tu arrives tu te projettes toujours en fait avec tes fils, tu vois, à grandir, etc. Ou tu essaies d'être plus dans le... Tout à l'heure, quand on a fait une petite pause, tu as fait méditation, qui est vraiment pour moi le but de justement de ne pas se projeter et de vivre dans l'instant présent. Est-ce que c'est un truc que tu arrives à faire un peu mieux ? Méditation. J'en fais beaucoup. J'ai été abonné Gold à Petit Bambou. Je fais plein de trucs comme ça. Ça t'a aidé ? Ouais, ça aide. Ça aide de folie. Surtout, je pense, des profils un peu comme le mien, qui mettent pas toujours les mots, qui sont pas forcément toujours dans le présent, parce que je suis beaucoup dans la projection et beaucoup dans le passé, le regret, etc. Mais les enfants te mettent dans le présent, en fait. Ils te laissent pas trop le choix. Surtout à cet âge-là, je crois. Enfin, surtout, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que plus ils vont grandir, peut-être plus ils vont se poser de questions et pouvoir rentrer peut-être dans ce schéma-là. Donc, il faut garder l'innocence qu'ils ont. Et à cet âge-là, en fait, quand tu commences à partir, ils t'attrapent par le col. Et c'est là, ici, maintenant, et on va jouer au Duplo, et t'as pas le choix. Et vive les Duplos. Et donc, j'essaye d'être un max dans le présent, un max avec eux, et je continuerai. Je voulais dire un autre truc et je sais plus. Non, je sais plus. Non, voilà, j'essaie d'être de faire ce qu'il faut pour être dans le présent, c'est tout. Ça me revient pas. C'est pas grave. C'est bon. C'est déjà pas mal. Merci beaucoup, JP. Vraiment. Écoute, un grand merci à toi pour m'avoir invité aujourd'hui. J'ai passé un très bon moment pour répondre à ton point du début, même si ça a été un peu les montagnes russes en termes d'émotions. Et un grand merci pour tous les papas qui t'écoutent et qui te le diront pas forcément toujours, mais qui le pensent. Voilà. Trop bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre écoute. Avant de nous quitter, si vous avez aimé ce podcast et cet épisode, merci de lui mettre un commentaire sur Apple Podcast et 5 étoiles de préférence. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Vous pouvez faire comme Joe l'Esquimau qui, le 11 août 2020, a mis 5 étoiles en disant « Arrivé ici en cherchant des informations pour la naissance prochaine de ma fille, je suis tombé sur un podcast qui change la vie. Je le conseille aux futurs papas, mais aussi aux autres. Les histoires sont intéressantes pour la vie. » Merci d'avoir lancé cette super initiative et merci à tous les darons qui partagent leurs opinions et leurs histoires. Un grand merci à toi et vous aussi vous pouvez faire pareil. Vous vous rendez sur Apple Podcast et vous cherchez Histoire de Daron directement dans l'appli ou sur votre ordinateur. Merci à vous et rendez-vous tous les 1er et 3e lundis de chaque mois à partir de 6h du matin pour un nouvel épisode d'Histoire de Daron. Un grand merci à vous pour votre écoute.